L'imposante présence de l'ange de l'empereur était pour le moins intimidante, d'autant plus que la planque de secours de Magnus n'était pas très grande. Au moins, ils avaient un endroit sûr pour se mettre à l'abri. Gretchen n'y était jamais allée. Soyez certain que j'en suis désolé, mais le mal doit être purgé, assénait l'Astartès de sa voix puissante. Il avait jeté son casque et son visage à la peau noire charbon et aux traits aquilins accaparait toute l'attention. Son œil vif, noir comme la nuit, semblait vous scruter l'âme à chaque fois qu'il se posait sur vous. Le reste de son armure, encore massive et impressionnante, avait subi d'importants dégâts et de profondes éraflures la zébraient comme autant de crevasses sur un monde mort. Banos s'interposa entre sa sœur et le guerrier. « Je ne vous ai pas sauvé la vie pour que vous preniez celle de ma sœur !» proclama-t-il. « La mission principale, commença Magnus d'une voix faible et perdue. J'ai parfaitement conscience que je vous dois mon existence et ma victoire. Mais, 1000 fois hélas, votre bravoure et votre force ne peuvent rien contre le mal qui ronge cette pauvre femme. »« La pauvre femme est dans la pièce, espèce de connard !» gronda Théa. « Et elle a un nom !» Akkad lui posa une main compatissante sur l'épaule pour la calmer. « Il y a sûrement quelque chose à faire, dit-il. Nous allons le trouver. » Le puissant guerrier de l'Adeptus Astartes secoua la tête d'un air désolé. « J'ai moi-même vécu cette désillusion. J'ai vu d'innombrables âmes dévorées par les démons de l'Immatérium. Toutes mes excuses, dame Théa. Je mesure à quel point cette situation est injuste, et je vous pardonnerai vos paroles et vos actes, présents et à venir, car vous n'en êtes pas responsable. » La jeune femme repoussa la main d'Akkad avec violence, les mâchoires serrées à s'en fendre les molaires. Elle essayait de résister. Cette rage démesurée qui couvait en son sein comme un volcan qui bouillonne, elle savait que c'était elle qui parlait, elle qui soufflait sur les braises de sa colère. Elle savait qu'en temps normal elle n'aurait jamais insulté un ange de l'empereur qui venait de les sauver et qui venait de perdre ses amis en le faisant. Mais elle ne pouvait pas ignorer cette voix, cette pulsion, alors elle s'efforça de se taire, et ce fut déjà un effort effroyable. « Avitus, commença Akkad, avez-vous déjà combattu les forces du chaos ? » « En effet, un monde perverti par la pestilence de Nurgle, c'était assez différent de ce que nous avons affronté tout à l'heure. » « Si c'est différent, peut-être avons-nous une chance de sauver Théa. Peut-être que Gretchen, si nous parvenons à la ramener à la raison, peut le faire. » « Non, trancha le Space Marine. Ni l'une ni l'autre ne peuvent être sauvées. Mais je comprends que vous souhaitiez essayer, que vous ne puissiez accepter la fatalité, et je respecte cela. C'est pourquoi je ne ferai rien tant que vous ne serez pas prêts, et que je serai à vos côtés lorsqu'il faudra faire face à l'inéluctable. » Dans le silence qui suivit, on pouvait entendre Théa grincer furieusement des dents. Banos passa un bras protecteur autour de ses épaules. « D'ici là, continua Akkad, nous avons un objectif commun. Retrouver Gretchen et découvrir jusqu'où se répand son culte du chaos. »« Et les arrêter, définitivement, cracha Banos qui, lui aussi, avait du mal à contrôler sa colère. « Je suis le dernier membre de l'Adeptus Astartes sur cette planète, et je suis blessé. Mais je vous aiderai dans cette noble tâche. Nous anéantirons les ennemis de l'empereur. » Banos et Akkad échangèrent un regard gêné. Il leur était toujours aussi difficile de s'identifier à un empereur qui les avait condamnés à cette vie. Théa laissa sortir un « empereur qui ne mérite pas votre fidélité », plein de haine. Mais Avitus, fidèle à sa promesse, ne lui en tint pas rigueur. « J'ai une autre question, » dit Akkad en regardant le Space Marine avec curiosité. « À l'apothécarium, vous m'avez entendu crier, c'est cela ? » ?»« En effet. » « Et si j'inspecte les vêtements de Banos, j'y trouverai un émetteur que vous avez suivi jusqu'à nous. » »« En effet. » »« Eh bien, il eut un court instant d'hésitation. « Je vous remercie, Astartes, et je vous présente mes condoléances pour vos amis. Nous serions tous morts sans votre intervention. » Avitus le remercia d'un simple signe de tête. « C'était notre devoir. Si nous parvenons à sauver cette ruche, leur sacrifice n'aura pas été vain. » Banos, qui avait enlevé sa veste et l'inspectait, trouva effectivement un petit appareil à l'aspect étrange au fond de l'une de ses poches. Il le rendit à Avitus en grognant. « L'entité Gretchen s'occupait des pauvres et des indigents, dit soudain Magnus d'une voix électronique à nouveau normale.
Il est probable qu'elle ait trouvé là-bas autant la motivation à sa trahison que ses premiers fidèles. Mais bien sûr, s'exclama Akkad. Comment j'ai pu pas y penser? La fatigue et le choc, répondit le technoprêtre, comme si la question n'avait pas été purement rhétorique. Le manchot se leva et attrapa son pistolet qui traînait sur une table basse. Banos l'imita puis se figea et lança un regard lourd de sens à l'ange de l'empereur. Deux choses, dit l'intéressé. La première, vous avez eu la promesse d'un Salamanders qu'il ne s'en prendra pas à votre sœur tant que vous ne serez pas prêt. La seconde, si je souhaitais m'en prendre à Dame Théa, vous seriez incapable de m'en empêcher. Le colosse de Victoria IV regarda le guerrier Astartés, 2,20 m de hauteur, tout en muscles puissants, ses organes vitaux clonés en double, le tout engoncé dans une armure énergétique. Il répugnait à l'admettre, mais Avitus avait raison sur les 2 points. Il attrapa son fusil et passa la sangle autour de son cou. « Je ne peux vous accompagner. Ma présence attirerait beaucoup trop l'attention. »« Indéniablement, » répondit Akkad, « et Magnus aura le même problème. Nous aurons besoin d'être discrets si nous voulons comprendre ce qu'il se passe dans la mission de Gretchen. »« Je vais entrer en contact avec l'administratum de cette ruche, » continua le Space Marine. « Il n'y a plus aucun de mes frères sur cette planète, mais ma parole aura un certain poids, et nous aurons besoin du renfort des troupes régulières. » Les 2 amis se mirent en route, seuls, sur les chemins encombrés et étonnamment silencieux du bidonville. Plus personne, pas même le ganger mutant le plus décérébré, n'osait sortir de son trou. Les traces de l'influence du démon se voyaient à des kilomètres du champ de bataille. Des matériaux avaient changé de couleur, le sol avait parfois changé de nature, et des volutes lumineuses violettes flottaient dans l'air en se dissipant doucement. « Tu lui fais confiance ?» demanda Banos au milieu du chemin. « À vrai dire, ouais, à ma grande surprise, » répondit Akkad. « Il n'est pas comme les ultramarines froids et hautains que nous avons côtoyés pendant l'année passée dans leur flotte. Avitus daigne baisser les yeux sur le commun des mortels. Sa préoccupation ne me paraît pas feinte. Et ce qu'il dit à propos de Théa. » Un bruit de pluie lointain crépitait contre les toiles tendues qui protégeaient le bidonville. Le jeune homme écouta quelques secondes ce bruit qui jamais ne passait les murs de la ruche. « Je sais pas, » finit-il par répondre. « Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait aucune solution. C'est un Astartés, mais malgré toute sa force et son intelligence, il sait pas tout. Il doit rester une chance. » Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? La masse de muscles et le visage dur de Banos ne réussissaient pas à masquer sa panique et son égarement. Il parlait comme un enfant perdu qui cherche ses parents. « Je n'en sais rien, j'en sais rien. Et je suis pas sûr de vouloir le savoir. C'était dans ce foutu camp, probablement pendant qu'il la torturait. Tout ce qui importe maintenant, c'est de trouver une solution pour sortir l'entité qui grandit en elle. » Ils continuèrent de marcher en silence jusqu'à la ruche. Puis, après les portes étanches, enchaînèrent les rues closes et bondées de monde jusqu'à la mission où travaillait Gretchen. Les affamés assiégeaient littéralement l'endroit. La place en face du grand bâtiment qui ressemblait à une église était noire de monde, et pourtant pas un bruit n'en provenait. La foule semblait se recueillir. Ils s'enfoncèrent dans la masse de mendiants aux mines misérables. La mission était ouverte et distribuait des rations. Sagement, avec un calme irréel, les gens s'approchaient, prenaient leur repas dans une barquette en plastique et repartaient sans un mot. 2 femmes âgées distribuaient la nourriture avec des gestes aussi mécaniques que les ouvriers de l'usine. Akkad interpella la plus proche. « Bonjour, on cherche Gretchen, on peut rentrer ?» 2 yeux ternes se posèrent sur lui sans qu'aucune lueur de compréhension ne vienne les éclairer. Elle resta ainsi, à dévisager le jeune homme sans bouger, jusqu'à ce qu'une voix, éclatante en comparaison avec le silence pesant qui régnait sur la place, ne surgisse derrière eux. « Akkad, Banos, bienvenue à la mission de l'espoir !» Cette fois-ci, la personne qui venait de sortir pour les rejoindre n'était pas le moins du monde âgé, au contraire. Une vive jeune femme d'une 20aine d'années, au teint resplendissant et au sourire presque parfait venait vers eux. Une ample robe violette voltait autour de ses longues jambes. Ses doigts fins et graciles effleurèrent l'épaule d'Akkad alors qu'elle l'embrassait sur la joue. Elle n'était pas du tout à sa place dans un tel endroit. La couleur de sa robe détonnait au milieu du gris et du marron. Son sourire était plus que déplacé devant ces innombrables nécessiteux, et même sa beauté n'aurait eu sa place que dans un banquet donné par l'aristocratie dans les étages supérieurs de la ruche.
On se connaît dit-il en essayant de ne pas paraître aussi soupçonneux qu'il l'était. Non, pas du tout. Elle eut un petit rire cristallin. Je suis Cernéa et j'ai beaucoup entendu parler de vous. Gretchen m'a montré des pictocaptures. C'est une joie de vous rencontrer enfin. Et Théa, elle n'est pas là? Non, elle bosse, lâcha Banos. Quel dommage. Une autre fois, j'espère. Vous cherchez Gretchen, j'ai entendu. Elle est là? Non, hélas, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Mais peut-être voulez-vous visiter notre mission quand même? Akkad s'apprêtait à décliner poliment, mais Banos lui coupa la parole. Ouais, avec plaisir. Suivez-moi, invita Cernéa d'une voix envoûtante. Elle fit volte-face et se dirigea vers la grande porte de l'église d'un pas gracieux, ses hanches dessinant des oscillations hypnotiques. Les deux amis communiquèrent d'un regard. Akkad l'interrogea sur sa volonté d'entrer, et Banos le rassura d'une moue volontaire qui signifiait « j'ai un plan », ce qui ne le rassura pas beaucoup. À peine entré dans la mission, après que Cernéa eut fermé la porte, Banos la saisit par derrière, attrapa sa tête et lui fit faire un demi-tour complet. Le crack sonore fit presque sursauter Akkad. Ah, d'accord, subtil donc. Tu l'as trouvée subtile, elle? Pas vraiment, en effet. Banos ramassa le corps de la jeune femme et le traîna vers une porte marquée Service. Pendant ce temps, Akkad détailla les environs. Il se trouvait dans un hall d'accueil à la décoration spartiate, parfaitement désert. Plusieurs portes, fermées, donnaient sur d'autres parties du bâtiment, et un large escalier dans un coin montait aux étages. « Bordel !» L'exclamation de Banos fut suivie d'un rapide bruit de lutte. Le temps que son ami se précipite à son aide, le colosse se tenait debout dans un petit vestiaire, avec à ses pieds le corps assommé d'un homme en sous-vêtements, couvert de tatouages étranges. « Il est vivant ?» demanda Akkad. Banos se pencha en avant et brisa les cervicales de sa victime comme il avait brisé celles de Cernéa. Non, mais sa robe devrait aller. Ils ressortirent tous les deux engoncés dans de larges vêtements d'un pourpre sombre, et Akkad désigna une porte à côté de l'escalier. Par là, dit-il. Je te fais aveuglément confiance, dit Banos en se mettant en route, mais je suis quand même curieux. De la soupe. Par terre, il y a des gouttes de soupe nutritive, la même qu'ils distribuent dehors. Ils ouvrirent prudemment et s'engouffrèrent dans un large couloir dont l'éclairage laissait sérieusement à désirer. Ils avançaient vers une porte à double battant qui s'ouvrit brusquement alors qu'ils avaient couvert la moitié de la distance. Un homme vêtu de la même robe qu'eux marchait rapidement avec une grosse marmite dans les mains. « Attention !» cria-t-il pour qu'il s'écarte de son chemin. Banos sembla hésiter un instant, et son regard balaya rapidement l'absence de bras gauche de son ami. Il s'était encore une fois compris. Si le colosse avait attaqué le cultiste, la marmite serait tombée, et Akkad aurait pu la rattraper pour éviter le bruit, s'il avait eu deux mains. Ils laissèrent donc passer l'homme en espérant qu'il ne remarquerait pas la disparition de Cernéa. « Il va vite revenir, dépêchons-nous » murmura-t-il. Sans hésiter, Banos ouvrit la double porte et entra dans une grande cuisine. Il faillit marquer un temps d'arrêt, et il sentit, plus qu'il n'entendit, Akkad avoir un hoquet de surprise. Au centre de la pièce, pendus par les pieds, il y avait 12 corps nus qui gigotaient en émettant d'étranges bruits de gorge. Ces hommes et ces femmes avaient eu les lèvres et la langue arrachées, et probablement les cordes vocales tranchées. Leurs yeux avaient été creusés, et ils gisaient là, comme des quartiers de viande encore remuants, une souffrance indicible sur le visage, couverts de leur propre déjection. Le sang qui coulait de leurs visages mutilés était canalisé dans des gouttières jusqu'à une coupe en cristal noir. Ils se forcèrent à marcher, à traverser cette cuisine ignoble jusqu'à la porte de l'autre côté. 4 personnes travaillaient à cette soupe nutritive, et l'un d'eux, un homme grand et chauve au visage balafré, versa le contenu de la coupe à l'intérieur de la marmite avant de la reposer soigneusement sous les corps torturés. Ils travaillaient machinalement, et aucun ne leva les yeux vers les intrus. Banos se dirigea vers l'un des plans de travail, saisit un énorme couteau de boucher et d'un large arc de cercle du bras décapita le commis de cuisine à sa droite. Les 3 autres levèrent des visages apathiques, sans la moindre émotion, et se jetèrent sur eux. Le premier fonça vers le colosse armé d'un hachoir qui lui fendit le crâne d'un geste rageur. Les 2 autres se précipitèrent sur Akkad, qui se débattait dans sa robe pour réussir à dégainer son couteau. Au dernier moment, il brandit sa fine lame juste sous le nez du premier assaillant, comptant le faire reculer. Mais la femme massive ne ralentit pas et s'empala sur la lame en portant un coup au visage du jeune homme.
Heureusement, elle n'avait qu'une lourde louche en inox dans les mains et elle n'avait pas eu la présence d'esprit d'attraper quelque chose de plus létal. L'impact étourdit quand même sérieusement Akkad, qui s'écroula en se cognant le moignon sur un coin de table. La douleur brutale acheva de lui faire perdre connaissance. L'autre cultiste lui agrippa la gorge pour l'étrangler, mais se tendit violemment vers l'arrière lorsque le hachoir que venait de lancer Banos se planta entre ses omoplates. Sans se soucier de sa blessure ou du colosse qui arrivait sur elle, la dernière survivante de la cuisine asséna des coups de louche sur le corps d'Akkad. Elle eut le temps d'en mettre 3 avant de voir ses cervicales réduites en miettes. Banos fouilla les meubles avec frénésie. Dès qu'il trouvait de l'huile ou quoi que ce soit de combustible, il le jetait par terre. Il ouvrit la moitié des placards avant de trouver ce qu'il cherchait, un baril de prométhium qui servait à alimenter le four. Il en répandit partout, puis remonta vers la porte. Lorsqu'il l'atteignit, elle s'ouvrit sur le serveur qu'ils avaient croisé à leur arrivée. L'homme se figea un instant, puis sauta sur l'intrus. Banos lui jeta le reste du bidon au visage. Le cultiste, impassible, le frappa avec une marmite vide et l'envoya s'écraser contre le mur. Il était d'une force impressionnante que sa carrure ne laissait pas présager. Le colosse de Victoria IV, tout en reculant sur le dos, chercha dans l'une de ses poches et sortit un petit bout de feu qui lui servait à allumer ses cigares, lorsqu'il en trouvait. Il tourna la molette, faisant jaillir une flamme orangée, et il le lança de la main gauche en levant bien haut le majeur de la droite en direction du cultiste. « Bonne app, saloperie !» L'homme, éclaboussé de prométhium, s'enflamma comme une torche, et tout ce qu'il y avait autour de lui fit de même. Banos se précipita vers le corps d'Akkad en se protégeant les yeux. Il ramassa son ami, le lança sur ses épaules et se mit à courir. Il fit le tour de la cuisine pour ressortir par là où ils étaient arrivés. Un mur de flammes grandissait sur le passage, et il n'attendit pas un instant pour sauter par-dessus. Les cheveux d'Akkad se racornirent et prirent un coup de chaud, mais ils arrivèrent de l'autre côté indemnes. Le colosse ouvrit la porte d'un grand coup de pied, et l'appel d'air souffla sur l'incendie naissant qui redoubla de fureur. L'huile et le prométhium ne faisaient pas bon ménage. Il courut vers la sortie, tomba sur 2 cultistes qui venaient voir ce qui faisait tout ce vacarme, et il les bouscula, épaule en avant comme un joueur de Blood Bowl. Il émergea à l'extérieur et toute la foule leva des yeux indifférents sur lui. L'une des vieilles femmes qui distribuaient la soupe dégaina un pistolet bolter. Banos bondit vers l'avant sans lâcher son ami. Il se pencha, compta une demi-seconde et sauta sur le côté en priant pour que son timing soit le bon. Si la momie tirait plus vite, c'était fini. Si elle visait un peu plus longtemps, elle pourrait ajuster sa visée, et c'était fini. Heureusement, elle tira au moment calculé et le bolt passa juste à côté de la tête d'Akkad pour aller exploser contre l'une des marches de l'église, creusant un large trou dans le ferrocrète. Banos se releva dans le même mouvement et courut, courbé en avant, jusqu'à se perdre dans un dédale de ruelles labyrinthiques. C'est la bouffe qu'ils distribuent, ils foutent un truc dedans. Enfin, ils foutent du sang d'humain torturé avec une coupe qui a rien de normal dans leur putain de soupe. Ce truc les change des serviteurs lobotomisés en plus d'émotion qu'eux. Banos décrivait ce qu'ils avaient trouvé et Akkad tenait un linge froid sur sa grosse bosse qui avait poussé sur sa tempe. « Depuis combien de temps votre amie sert-elle cette soupe populaire ?» demanda Avitus. « La soupe, depuis des années. La soupe améliorée à l'immatérium, on n'en sait rien. »« Et qu'est-ce qu'on s'en fout ?» demanda Théa sur un ton agressif. « Ça change quoi pour nous, hein ?»« Ça change le nombre d'entre eux qui nous attendent en bas, » répondit Akkad d'une voix faible en grimaçant sous l'effet de la migraine. Banos regarda sa sœur avec tristesse et inquiétude. Il se connaissait si bien qu'il pouvait sentir sa rage, sa frustration et son impuissance jusque dans ses tripes. Il voyait bien qu'elle n'avait aucun espoir, qu'elle se débattait avec sa peur mais qu'elle n'envisageait aucune issue favorable. C'était la vengeance qui l'animait, la volonté de faire payer Gretchen avant de succomber à l'ombre qui progressait en elle. « Je vais contacter la garde du gouverneur, » dit l'ange de l'empereur en dépliant son imposante carcasse. « Il faut qu'ils attaquent la mission. »« J'y ai foutu le feu, » dit Banos. « Justement, s'ils sont occupés à gérer l'incendie et l'attention qu'il a dirigée sur eux, ils seront d'autant plus vulnérables. Et s'il y a des preuves de leur hérésie, ils doivent déjà être en train de les faire disparaître. » Et sans attendre de réponse, il sortit de la pièce. « Je crois qu'on n'a plus qu'à attendre, »
dit Akkad, épuisé, en s'allongeant sur un banc métallique. Théa avait les yeux fermés, les poings et les dents serrés, et agitait convulsivement les genoux sous le regard inquiet de son frère. Il ne fallait pas qu'ils attendent trop longtemps. La pression sous son crâne augmentait et les appels des voix distordues se faisaient de plus en plus insistants. Cela faisait déjà 3 jours qu'elle ne dormait plus et elle n'osait pas se laisser aller. Elle craignait de ne plus être elle-même au réveil si elle se laissait aller au sommeil. Akkad ne tarda pas à s'assoupir et Banos resta avec sa sœur et le technoprêtre figés dans un coin de la pièce. Théa était dans un état second et il pouvait presque entendre les murmures qui la torturaient, les appels insistants auxquels elle résistait et les tentations insoutenables qu'elle repoussait. Comme bercé par le tac-tac-tac-tac-tac que faisaient les pieds de sa jumelle, il finit par céder à la fatigue à son tour. Sa tête pencha vers l'avant et il sombra dans un cauchemar peuplé d'êtres étranges aux formes toujours changeantes. Rayonnant la haine et la volonté de l'annihiler, elle cherchait à l'atteindre par tous les moyens. Parfois elle galopait, parfois elle glissait, parfois elle disparaissait pour réapparaître juste à côté de lui. Sa fuite éperdue au milieu d'une forêt multicolore sembla durer des heures, des jours, des mois. Mais lorsqu'il se retournait, les créatures étaient toujours là, exactement à la même distance, juste derrière lui, à quelques centimètres de pouvoir le toucher. Un membre flou et impossible à identifier, tendu vers son âme pour la lui arracher et la dévorer. Alors il courait encore, et des lianes gluantes lui fouettaient le visage. Ses jambes à l'agonie le brûlaient, et il continuait de courir, donnant tout ce qu'il avait sans jamais ralentir, et sans jamais les distancer. « Banos! Banos !» La voix le réveilla et il se rendit compte qu'il ne courait plus. Il bondit sur son fauteuil en se retournant, terrifié, persuadé que les monstres allaient l'atteindre, phagocyter son esprit et lui voler son existence. Mais dans son dos, il n'y avait que le mur. Il s'assit en poussant un profond soupir. Akkad était devant lui, une grosse ecchymose jaune et noire sur le côté de la tête, la main levée en signe d'apaisement. « Ça va, mon pote, ça va. C'était qu'un cauchemar. » Le bandage autour de son moignon avait été changé et le jeune homme semblait beaucoup plus reposé et alerte. Toujours assise dans la même position, Théa avait ouvert les yeux et regardait son frère avec insistance. « Il faut pas dormir, » murmura-t-elle. Akkad lui jeta un regard inquiet avant de reprendre. Avitus a envoyé la garde s'occuper de la mission de Gretchen, et ils ont trouvé un passage dans les sous-sols qui mène au bas-fond de la ruche. Il est sur place. Il nous attend. Malgré la fatigue et les blessures, ils furent tous debout en un instant. Même Magnus, dont les codes binaires et biologiques se contredisaient et bloquaient une bonne partie de ses facultés cognitives, se leva en grinçant. Il était temps d'en finir. Ils coururent dans les couloirs remplis d'êtres tristes et apathiques de la ruche, bousculant ou esquivant les passants maussades jusqu'à la mission de Gretchen. La place couverte de mendiants était maintenant peuplée de gardes du gouverneur dans leurs flamboyants habits bleus et verts. Plusieurs unités se détachaient, bien en formation, en rectangles d'hommes et de femmes parfaitement disciplinés. Il fallait y regarder d'un peu plus près pour voir leurs visages angoissés, les gouttes de sueur qui coulaient sur les fronts et les tempes, les mains fébriles agitées sur la poignée de leurs fusils laser. Ces soldats étaient habitués à gérer, de temps à autre, des petits soulèvements, des gangs aux vues trop ambitieuses et surtout de nombreuses cérémonies d'apparat. Un culte du chaos, c'était de loin la pire menace qu'ils n'avaient jamais affrontée. Le bâtiment qui ressemblait à une église avait succombé aux flammes. Les traces de suie sur les murs, les fenêtres brisées par la chaleur et les traces gluantes du produit anti-feu, dégoulinant comme un sang épais, donnaient un air presque organique à l'édifice. La porte dont les battants avaient été enfoncés donnait l'impression d'être une gueule géante et noirâtre, dont l'haleine empestait la fumée et les corps carbonisés. La silhouette démesurée d'Avitus était visible de loin, le plus grand des gardes lui arrivant difficilement à l'épaule. Son port royal, sa peau noire charbon et son armure énergétique vert émeraude le classaient dans une autre catégorie que les simples humains qui l'entouraient. Il remarqua l'arrivée des survivants de Victoria IV et leur fit signe de venir. Ils fendirent la foule disciplinée, Banos en tête, jouant des épaules, suivi par sa sœur qui regardait le sol en serrant les poings, et par Akkad et Magnus qui fermaient la marche, l'air sombre. Les soldats du gouverneur les dévisageaient à leur passage et des murmures s'élevaient dans leur dos. Qui pouvaient bien être ces 3 civils et ce technoprêtre bon pour leur cyclage?
Qu'avait-il à voir avec l'émergence d'un culte hérétique dans les tréfonds de la ruche, et en quel honneur avait-il le droit à l'attention d'un ange de l'empereur? « Je vous attendais, dit Avitus à leur arrivée, de sa voix grave et autoritaire. Et nous vous en remercions, répondit Akkad. Vous n'avez pas à me remercier, c'était la décision logique à prendre. Au-delà de vos attentes et de vos espoirs concernant vos amis, vos connaissances de l'affaire et de certains de ses protagonistes peuvent nous être utiles. Akkad sourit avec amabilité. Il ne voyait pas vraiment en quoi leur connaissance pouvait aider une armée ou un Astartès, mais il appréciait qu'Avitus les laisse participer au dernier acte, les laisse essayer de sauver Théa, malgré son scepticisme. De plus, pour ce que j'en ai vu, poursuivit le Space Marine, vous êtes un atout au combat. Il serait stupide pour un guerrier de l'empereur s'apprêtant à monter à l'assaut d'hérétiques corrompus par l'immatérium de se passer d'atout au combat. Banos remercia d'un signe de tête. Ce n'était pas tous les jours qu'un membre de l'Adeptus Astartes remerciait un simple humain pour son aide au combat, même à demi-mot. Et bien sûr, il serait fort peu honorable de ma part de ne pas vous accorder ce droit, alors que je vous dois la vie. Il rendit son signe de tête à Banos avant de crier d'une voix qui porta sur toute la place sans aide de son système Vox. « En route !» Dans un grand fracas de bottes qui claquent, l'armée de la ruche se mit au garde-à-vous, prête à entrer dans la gueule de la mission de Gretchen. Chaque lieutenant donna l'ordre d'avancer, et chaque sergent le répercuta à son unité. Sans avoir la discipline et l'efficacité de l'Astra Militarum, la garde du gouverneur n'avait pas à rougir. Ils se mirent en marche dans un synchronisme efficace, chaque escouade à la place qui lui avait été assignée. Lorsque les premiers hommes pénétrèrent dans l'édifice carbonisé, un étrange courant d'air souffla son haleine méphitique par la porte enfoncée, et un bruit grinçant monta des entrailles de l'église. Cela pouvait être la chaleur encore importante dans les sous-sols, cela pouvait être le hasard ou l'effondrement d'une cloison quelque part. Mais personne ne l'interpréta ainsi. Tout ce qu'ils virent, c'est qu'au moment où ils lançaient l'assaut, le bâtiment soupira d'aise et gémit d'anticipation. Les soldats en train de rentrer et ceux qui montaient encore les marches eurent à peine un mouvement de recul, et c'était tout à leur honneur. Avitus emboîta le pas de l'une des escouades, s'intercalant avec dextérité dans la marche bien chorégraphiée des gardes. Les survivants de Victoria IV qui le suivaient furent moins doués. Mis à part Banos et Magnus, les autres dérangèrent les soldats derrière eux ou bousculèrent un voisin. Un homme grogna son mécontentement, marmonnant un truc inintelligible à propos de civils qui n'avaient rien à foutre là. Akkad vit le visage de Théas crispé, ses poings déjà serrés blanchirent soudainement et un tremblement nerveux agita le coin de ses lèvres. Il posa sa main sur son épaule et se pencha pour lui chuchoter des paroles réconfortantes. Le regard qu'elle lui lança le dissuada d'approcher. Ses yeux flamboyaient d'une rage difficilement contenue et elle montra les dents comme l'aurait fait un chien. Cela ne dura qu'une seconde avant qu'elle ne se rende compte de son attitude et baisse à nouveau la tête, un désespoir indicible sur son visage fin. « Ça ira, Théa, ça ira. On va trouver une solution, » lui dit-il. Elle eut un reniflement méprisant et un petit sourire déforma sa bouche pendant un instant si court qu'Akkad se demanda s'il ne l'avait pas rêvé. Ils suivirent la colonne de soldats jusqu'à une grande pièce de pierre sombre au milieu de laquelle un escalier en colimaçon avait été creusé. En termes de proportion, le puits formé n'avait rien à voir avec celui qu'ils avaient découvert dans le sous-monde, mais la similitude les frappèrent néanmoins. « Escouade, dans l'ordre! On descend et on forme un périmètre de sécurité en bas !» ordonna le lieutenant de la garde avant de jeter un coup d'œil nerveux à Avitus qui confirma de la tête. « Vous devriez prendre le commandement, » dit Banos en voyant la scène. « Non, ces soldats de l'empereur ont l'occasion de prouver leur valeur et leur courage. Je ne vais pas leur voler ce qui sera, pour la plupart d'entre eux, l'accomplissement d'une vie. Tant qu'ils agissent bien, je n'ai aucune raison d'interférer. » Et encore une fois, il s'intercala entre deux escouades et commença à descendre l'escalier, obligeant les 4 autres à forcer le passage pour se faire une place derrière lui. Cette fois-ci, éclairé par des centaines de lampes accrochées aux uniformes des soldats, il ne manquait pas de lumière. Il s'attendait à moitié à voir apparaître les premiers cristaux à l'aura monochrome, mais, au contraire, ce fut des minéraux colorés qui commencèrent à se faire plus nombreux. Quelques soldats essayèrent bien d'arracher certains des plus brillants, qui ressemblaient à des émeraudes, des diamants ou des saphirs, mais ils se firent rappeler à l'ordre par les leurs.
Personne ne voulait d'un type corrompu par les puissances du Warp à ses côtés. Plus il descendait, plus les parois brillaient de mille feux. Au bout d'une heure, il ne restait plus que des pierres précieuses scintillantes, si éblouissantes que les sergents durent ordonner à la plupart des hommes d'éteindre leurs lampes. Enfin en bas, les premiers soldats mirent en place un périmètre de défense. Des mitrailleuses automatiques furent montées, des hommes furent placés et les ordres furent donnés de tirer à vue. Ils étaient dans un tunnel si large qu'il aurait mérité l'appellation de caverne. Pas un matériau artificiel n'était visible, ce qui était impossible sur une planète pareille, exploitée et industrialisée depuis des millénaires. Il n'y avait que de la roche et des pierres précieuses innombrables, aux couleurs impossibles, qui se mélangeaient pour créer des formes mouvantes et changeantes, pour projeter des ombres furtives qui donnaient l'impression que des êtres fantomatiques couraient sur les murs. Escouade 3 et 5, vous restez ici et vous couvrez notre retraite. Ceci est le seul chemin de retour, il doit rester ouvert, cria le lieutenant en se retenant visiblement de quémander la validation d'Avitus. Les autres, en avant! Ils avançaient, entourés de centaines d'hommes et de femmes tendus à l'extrême, les mains cramponnées à leurs armes, la sueur coulant dans leur dos, dans un tunnel gigantesque qui s'agrandissait encore et encore. Il fut rapidement si grand que le plafond étincelant disparut pour laisser place à ce qui ressemblait à un ciel nocturne. Des ténèbres percées de points brillants et de taches lumineuses. Brusquement, un souffle et un choc précédèrent le premier hurlement de douleur. Un cultiste était tombé du ciel. Il devait être accroché à la voûte et s'était lâché pour tomber comme une pierre. Il s'était écrasé sur un garde qui gisait au sol, la colonne vertébrale brisée, en hurlant comme un enfant terrifié. Son cri fut rapidement noyé par celui d'autres chutes. Certains de ces cultistes suicidaires, indéniablement vivants pendant qu'ils tombaient, frappèrent les soldats, brisant les nuques, les bras ou les jambes, pendant que d'autres s'écrasaient sans toucher personne, bombe humaine vaine et inutile. À moins qu'ils ne disposent de troupes dans des quantités insoupçonnées, cette tactique n'a pas grand sens, dit Avitus en regardant la pluie de corps. Des coups de feu, des tirs laser et plusieurs explosions de grenades attirèrent leur attention sur le flanc gauche de l'armée du gouverneur. Une partie de leurs troupes avait engagé le combat. « Sauf si c'est qu'une diversion, » dit Banos. « Mais qui songerait à une telle diversion ?» murmura Akkad. « Des dieux qui n'ont que faire de votre petite morale et qui ne se font aucune illusion sur la valeur d'une vie, » cracha Théa. Le seul qui avait une vision d'ensemble, c'était le Space Marine, suffisamment grand pour voir au-dessus de la foule. Un groupe de cultistes, cachés derrière une excroissance rocheuse bleue comme une émeraude, avait fondu sur les troupes du gouverneur. Tout le monde avait ouvert le feu en même temps, et les cadavres s'accumulaient à un rythme terrifiant. Certains des hérétiques chargeaient sans même avoir une arme à la main, se contentant comme seule contribution au combat d'occuper les soldats adverses le temps qu'il fallait pour les abattre. Ils s'écroulaient sans un cri, sans une grimace de douleur, comme si tout cela n'était qu'une activité ennuyante qu'il fallait bien faire. Avitus continuait d'avancer sans rien dire, le visage de marbre. « On va pas les aider ?» demanda Banos. « Pour les aider, il faudrait traverser le gros de la troupe et nous la désorganiserions. Ils sont capables de se défendre. Soyons patients, nous aurons bientôt notre lot de combat sur les bras. » Comme pour prouver ses dires, des grenades fumigènes tombèrent bientôt non loin d'eux, et le combat s'engagea aussi sur ce flanc. Les cultistes surgissaient de la fumée et s'en prenaient à tous ceux qui leur tombaient sous la main, parfois leurs propres amis. La Startesse dégaina sa large lame énergétique de la main droite et son bolter de la gauche, une arme si massive que Banos aurait eu du mal à la brandir à deux mains. Des cultistes essayèrent de s'en prendre à lui. Il s'en débarrassa à coups d'épée sans y accorder la moindre attention, concentré sur son objectif. Les 4 survivants de Victoria 4 avaient plus de mal. Les ennemis étaient faibles et peu armés, mais ils pouvaient surgir de partout, même tomber du ciel, et il fallait des réflexes acérés pour ne pas prendre un mauvais coup. Nombre de soldats autour d'eux n'eurent pas cette rapidité de réaction, ou simplement ils eurent moins de chance, et ils succombèrent à un coup de dague dans le dos, à une balle perdue, ou engloutis sous un groupe d'hérétiques fanatiques capables de les déchiqueter avec les dents. Harcelés de toutes parts, la troupe continuait d'avancer. Ils ne voyaient plus ni le plafond ni les murs, et une brise méphitique agressait leurs narines. Baignant dans la lumière multicolore d'une étoile invisible, tout leur sens leur criait qu'ils étaient à la surface d'une planète.
Au-dessus de leur tête, le ciel se colorait de bleu et de violet, éclairé de 12 volutes de couleurs, comme si un artiste avait voulu dessiner le vent sous la forme de traînées de lumière fluorescentes. Alors qu'ils continuaient d'avancer entre les rochers veinés de pierres précieuses, des ombres se dessinèrent dans le ciel, flottant paresseusement là où auraient dû se trouver les nuages. Akkad tira plusieurs fois sur un cultiste qui avait réussi à passer la ligne de front en enfonçant une lourde hache dans le visage d'un garde devant lui. L'homme ne scia pas en sentant les projectiles pénétrer sa poitrine, propageant une onde de choc qui déchira ses chairs, arracha ses artères et broya ses organes. Il continua d'avancer, titubant, sa hache sanguinolente brandie au-dessus de la tête. Le jeune homme tira à nouveau, visant avec attention, et une partie du crâne de l'hérétique vola en éclats. Il s'écroula enfin. Magnus tirait avec la régularité d'une machine, un bolt après l'autre, sans précipitation, avec une efficacité redoutable. Banos, marchant genoux fléchis et fusil épaulé, tirait une courte rafale à chaque fois qu'une ligne de vue se dégageait sur un ennemi. Seule Théa ne se battait pas. Elle suivait, courbée en avant comme si elle avait mal au ventre, le visage dégoulinant de sueur et les lèvres déformées par des grimaces de souffrance. Les ombres flottantes s'avérèrent être des rochers en suspension dans l'air comme s'ils ne pesaient rien. D'immenses montagnes pointent vers le bas et recouvertes d'une végétation grasse qui pendait vers le sol en de longues lianes rouges et poisseuses, agitées par une pulsation régulière. Elles ressemblaient aux vaisseaux sanguins de quelque monstre colossal. Alors qu'Avitus démembrait 3 cultistes à grands coups d'épée énergétique, un cri attira l'attention de Banos et d'Akkad. Lorsqu'ils se retournèrent, Théa était au sol, un hérétique à califourchon sur sa poitrine, la frappant au visage avec la crosse d'un fusil déchargé. La pommette de la jeune femme s'était fendue, et toute la partie gauche de son visage était couverte de sang. Sans chercher à se défendre, les yeux brillants de folie, elle cria à nouveau. « Encore ! Encore !» Elle encaissait les coups en riant aux éclats. « Vas-y, abruti! Vas-y! Tu te bats contre ton propre camp! Vas-y, cogne! Cogne! Avec beaucoup de chance, tu vas réussir !» Banos sentit monter en lui un appel, une exigence, une pulsion de mort si impérative qu'il se jeta sur le cultiste sans penser une seule seconde à utiliser son arme. Il l'agrippa par l'arrière, passa son bras autour de son cou et serra de toutes ses forces pendant que le type secouait frénétiquement les jambes. Théa, le visage ensanglanté et tuméfié, le regardait faire d'un air triste et déçu. Il fallut une longue minute pour que la victime du colosse arrête de bouger. Une minute d'agonie violente, de gesticulations pathétiques et de gémissements étouffés. Une éternité. Au fur et à mesure que la vie du cultiste s'éteignait et que ses gesticulations se faisaient de moins en moins frénétiques, Banos se calma et regarda sa sœur. Son œil était gonflé. En plus de sa pommette, une arcade sourcilière était ouverte et saignait abondamment. Il lui manquait 2 dents et on voyait le trou au travers de sa lèvre fendue. Il entendait à nouveau la présence. Ce n'était pas à proprement parler une voix, mais c'était indéniablement une forme de communication. L'entité blottie dans l'âme de sa sœur jumelle pouvait lui parler, sans doute grâce à leur lien, à leur proximité depuis le ventre de leur mère jusqu'à aujourd'hui. Et Banos se haïssait pour ça. Il haïssait les ultramarines qui les avaient forcés à quitter leur monde natal. Il haïssait l'univers pour permettre l'existence de telles puissances maléfiques. Il haïssait sa nature d'être humain si fragile et si facile à pervertir. Il haïssait l'impérium incapable de protéger les siens. Il haïssait Akkad et Magnus dont l'existence même lui rappelait tous les jours la tragédie de Victoria IV. Il haïssait absolument tout ce qui existait, à part sa sœur. « Tu aurais dû le laisser faire », lui murmura-t-elle. « C'est la seule solution, sinon tu tomberas avec moi. » Banos se leva et secoua la tête pour éclaircir ses pensées, et, sans rien dire, tendit la main pour aider Théa à se relever. Au-dessus d'eux passait l'une des îles flottantes et son ombre souligna brusquement la luminosité ambiante qui allait croissante. Aucun soleil dans le ciel, seulement un trou noir qui semblait, paradoxalement, émettre de la lumière. « Nous ne sommes plus sur Scylla », dit brusquement Avitus. « Je commençais à m'en douter », répondit Akkad. « La gravité diminue depuis tout à l'heure. » Des cris et des tirs rythmaient leur conversation. Des shrapnels griffaient les armures, de la fumée brûlait les poumons, et des gouttes d'un liquide poisseux tombaient des îles flottantes, maculant les vêtements de taches brunes et collantes.
Les combats faisaient rage tout autour d'eux, mais rien n'arrêtait leur marche, la présence de l'ange de l'empereur galvanisant les troupes qui rivalisaient de courage et de férocité pour démontrer leur valeur. « Vous avez déjà vu un truc pareil ?» demanda Banos. « Oui, l'immatérium déborde sur notre univers. À une échelle plus réduite, c'est ce qui se passe dans l'œil de la terreur. Quelqu'un ou quelque chose ouvre un passage, et ce passage grandit. »« Il grandit ?» s'étonna Akkad. « Il grandit à quelle vitesse ?» L'Astartès regarda tout autour de lui, et ses larges épaules s'affaissèrent subtilement. Difficile à dire. Mais une fois que le phénomène est lancé, il est exponentiel, et il est indéniable que l'influence pernicieuse s'étend sur une grande distance. Nous avons traversé tout à l'heure la zone dans laquelle vous avez affronté le scolopendre mutant, et vous ne l'avez pas reconnu. Les premiers mois ont été discrets, mais maintenant ce n'est plus qu'une question d'heures. « Une question d'heures avant que les troupes du chaos déferlent sur la ruche ?» s'exclama Banos. « Non, » rétorqua Avitus. « Une question d'heures avant que Scylla ne soit devenu un monde démon flottant pour l'éternité dans le warp. » Akkad tira une balle, tuant sur le coup un cultiste qui essayait d'étrangler un garde non loin de lui. « Eh bien, ne traînons pas, » dit-il. Sans cesser un instant de se battre contre des légions de cultistes qui semblaient sortir de nulle part, ils continuèrent leur progression jusqu'à un lac dont l'eau flamboyait de 1000 couleurs chatoyantes. Au centre, relié à la terre ferme par un pont ouvragé de marbre et d'ambre, gardé par plusieurs centaines d'hommes et de femmes prêts au combat, se dressait un gigantesque château. Ses murs blancs crème relevés de pierres précieuses, ses tours fines et élancées, ciselées comme de la dentelle, son donjon gigantesque et massif était à la fois magnifique et totalement dérangeant. Les gargouilles d'or et d'argent dressées sur ses flancs surveillaient les environs avec des yeux qui semblaient humains. Elles servaient de perchoir à des oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles, dont le calme et l'immobilité inspiraient la terreur. Les perspectives étaient faussées. L'œil n'arrivait pas à suivre toutes les structures. Des escaliers qui montaient débouchaient vers le bas, des portes sur une façade s'ouvraient sur une autre, des reflets provenant de lieux sans lumière, et les proportions impossibles provoquaient des migraines. Bam! Un coup de feu juste à leur droite, vers l'intérieur de la troupe, fit sursauter Akkad. Un garde venait de se loger une balle en pleine tête, et 2 autres s'apprêtaient à suivre son exemple. Le jeune homme se jeta sur l'un d'eux, et de son unique bras essaya de dévier le revolver. Le soldat paniquait, se défendait, et avec une seule main il était impossible de lutter. Bam! Un coup de feu signa l'arrêt de mort d'un garde, pendant que celui qui luttait contre Akkad essayait de retourner son arme contre le jeune homme qui l'empêchait de mourir. Il vit avec horreur le canon se diriger vers son ventre. Bam! Bam! 2 soldats venaient de répandre leur cervelle sur leurs voisins. Le regard fou du garde qu'il essayait de sauver se riva dans le sien. Il était terrorisé, dément, pris d'une panique indescriptible. Comme un noyé qui vous emporte avec lui dans l'océan, l'homme était prêt à tuer juste pour pouvoir en finir. Soudainement, son crâne fut pulvérisé par une balle qui mit fin à son calvaire. Banos, fusil encore fumant à la main, se tournait déjà vers sa prochaine cible. Bam! Un autre homme s'effondrait. Bam! Bam! Partout les soldats craquaient, collaient leurs armes contre leurs tempes ou dans leur bouche et appuyaient sur la détente. « Que ceux qui ne sont pas touchés empêchent les autres de se suicider !» hurla Akkad, sa voix rapidement couverte par les bruits de la bataille. « Que ceux qui ne sont pas touchés empêchent les autres de se suicider !» beugla Avitus avec toute l'aide que pouvaient fournir ses transmetteurs Vox. Sa voix roula comme le tonnerre, et les soldats se reprirent et commencèrent à immobiliser leurs collègues pris de panique. La bataille à la périphérie de la troupe ne faiblissait pas, mais les candidats au suicide se firent moins nombreux. La vague d'assaut psychique était passée. « Lieutenant !» appela l'Astartès. « La plupart de vos troupes vont attaquer puis tenir la position au départ de ce pont. Désignez 2 escouades qui auront pour consigne de nous suivre, moi et ces 3 guerriers. » Il désigna Akkad, Banos et Magnus avant de conclure. « Nous entrerons dans le château pendant que vous le garderez. » La bataille faisait rage avec une violence qui leur rappela la fuite de Victoria IV.
Les cultistes se battaient avec autant de férocité et autant de mépris pour leur propre vie que les infâmes tyrannides. Ils ignoraient la douleur autant que la peur, comme s'ils n'étaient eux aussi que de simples parties d'un organisme plus grand et plus complexe. Les soldats avaient pour la plupart laissé le fusil en bandoulière et se battaient au couteau ou à l'épée. Les hérétiques corrompus étaient si prompts à charger que seules les premières secondes du combat s'étaient faites à distance. L'issue de la bataille se déciderait au corps à corps. Avançant en triangle, pointe en avant incarnée par le Space Marine, les 5 personnes désignées pour aller combattre Gretchen se frayaient un chemin dans la fureur du combat. Akkad brandissait son fin couteau et ferraillait avec agilité aux côtés de Banos qui distribuait les coups avec une lourde hache volée à l'ennemi. Théa, au centre du triangle, le visage tuméfié et couvert de sang, se contentait de mettre un pied devant l'autre, ce qui lui réclamait déjà un effort presque insurmontable. Magnus, qui fermait la marche, couvrait leurs arrières à grands coups d'une hache omnisciente particulièrement ouvragée qu'il avait sortie de sous sa robe rouge. Sa lame dentelée ne tournait plus depuis des lustres, probablement depuis Victoria IV, et ses engrenages étaient ternis et grinçants, mais cela n'empêchait pas le vieux technoprêtre de faire un carnage. Sur les 40 soldats désignés par le lieutenant, une vingtaine étaient encore sur leurs talons lorsqu'ils parvinrent au bout du pont, au pied d'une gigantesque porte brillante dont le battant était encore ouvert. Leurs uniformes étaient couverts de sang, mais les regards étincelaient de fierté à l'idée de se battre aux côtés d'un puissant guerrier de l'Adeptus Astartes. Ils n'hésitèrent pas un instant à le suivre lorsqu'Avitus entra dans le château. Au passage de l'arche, Théa tomba à genoux et poussa un gémissement de douleur en s'attrapant la tête de ses mains tremblantes. Banos se précipita pour l'aider. « On y est presque, dit-il. Gretchen est là-dedans. Elle est la seule qui peut inverser ce que ces hérétiques t'ont fait. »« J'y tiendrai pas. Il est là, je l'entends. Il sait où on est. Il est impatient. » Sa voix n'était qu'un souffle paniqué. « Tu tiendras, » asséna Banos. « On a traversé pire que ça. »« T'es sûr ?» dit-elle d'une voix faible avant de hausser le ton et de crier. « Que quelqu'un fasse ce que mon frère ne peut pas faire! Butez-moi, butez cette saloperie qui grandit en moi !» Les gardes autour s'échangèrent des regards hésitants et se tournèrent vers l'ange de l'empereur en quête d'une consigne. Avitus resta de marbre, les yeux rivés sur Théa sans que l'on puisse y lire quoi que ce soit. Il tenait sa promesse, il les laissait faire. Banos se leva, déployant son imposante carrure et balayant les 20 soldats d'un regard noir. « Le premier qui la touche, c'est moi qu'il crève !» Ses amis eurent du mal à reconnaître sa voix tant elle débordait de rage. Une étincelle et un bruit électronique jaillit de la capuche de Magnus, et il eut quelques mouvements convulsifs avant de se reprendre. Personne ne fit le moindre geste, et le salamander acta cette décision. « Très bien, dit-il, allons-y. » Les murs blancs étaient parsemés de pierres précieuses totalement inconnues, qui jetaient des éclats de lumière dans des couleurs impossibles. Le marbre blanc claquait sous les pas des soldats, et particulièrement sous les bottes de céramite de l'armure du Space Marine. Mais personne ne se souciait de discrétion. Leur présence n'était pas un secret. Avitus ignorait les innombrables portes fermées et se dirigeait sans hésitation sur le seul chemin ouvert, tout désigné, plus clair encore que s'il avait été fléché. Même s'il n'y avait, en dehors de leur propre bruit, qu'un silence assourdissant entre les murs cristallins du château, ils étaient attendus et guidés. L'ambiance presque féerique était contrebalancée par toutes les irrégularités des lois de la physique. La porte à leur droite était magnifique, mais sa forme était indescriptible pour des êtres vivants en 3 dimensions. La lumière baignait le moindre recoin, mais ses couleurs étaient imperceptibles à l'œil humain. Ils grimpaient sur des sols plats, ils avançaient sur des escaliers, reculaient alors qu'ils marchaient. S'il n'y avait pas eu la présence inébranlable d'Avitus, qui avançait d'un pas régulier, son esprit acéré et entraîné, capable d'une concentration inaccessible aux simples humains, les autres seraient sans doute devenus fous. Poussés à la panique par leur propre perception brouillée, ils auraient ouvert les portes, couru dans toutes les directions et se seraient perdus jusqu'au dernier dans ce dédale impossible. Leurs pas les menèrent jusqu'à une arche illuminée, si brillante qu'on ne pouvait pas la regarder de face, qui s'ouvrait sur une pièce immense, aux murs noirs et luisants comme de l'obsidienne mouillée, au centre duquel trônait un piédestal d'acier, recouvert de pointes acérées, sur lequel reposait un crâne aux proportions presque humaines.
Ce crâne irradiait une puissance maléfique presque palpable, et Théa poussa un cri d'horreur, les yeux exorbités, incapable de détourner son regard de la relique hérétique. Elle s'effondra. Derrière, flottant 1 mètre au-dessus du sol, Gretchen les attendait. Les transformations qu'elle avait subies lors de la bataille du bidonville s'étaient étendues, mais il était encore facile de reconnaître son doux visage. Des plumes blanches et bleues avaient poussé dans son cou, lui faisant une collerette qui aurait pu faire partie de sa robe. Ses cheveux n'étaient plus que fines brumes vaporeuses, mais c'était toujours Gretchen, la petite fille au grand cœur qui les avait accompagnés et soutenus depuis leur fuite de Victoria IV. Celle qui avait toujours été là pour eux, à chacune des nombreuses épreuves qui avaient parsemé leur vie. Akkad sentit une larme couler le long de sa joue. Ils étaient là pour la tuer. « Est-ce encore à un être humain que je parle, ou ne reste-t-il qu'un démon ?» demanda Avitus. Gretchen eut un petit sourire triste et sa voix était douce et posée lorsqu'elle répondit. « C'est bien moi, la petite fille née sur un monde abandonné par l'empereur et sacrifié par vos frères. Un être humain qui a, toute sa vie durant, regardé les autres souffrir et qui a enfin décidé d'agir. Vous et vos semblables ont eu 10 000 ans pour nous sauver, et vous avez échoué. À mon tour d'essayer. » Avitus serra les dents, et son œil brilla de colère à la mention de ses frères. De toute évidence, le Salamander n'approuvait pas la doctrine stratégique qui avait poussé les ultramarines à sacrifier un monde, même un tout petit monde. « Gretchen !» cria Banos en s'avançant. « Libère Théa !» Je n'ai réussi à sauver qu'elle pour le moment. Je l'ai choisie parce que c'est la meilleure d'entre nous. Elle aura sa place à mes côtés lorsque l'empereur mort-vivant tombera. Elle verra l'avènement d'une galaxie meilleure. Pourquoi la priverais-je d'un tel privilège ? Je ne peux pas croire que tu le penses, dit Akkad. C'est pas toi, Gretchen. Regarde au fond de ton âme. Je suis certain que mon ami y est toujours. Tu te trompes en disant que tu es toujours la même. S'il te plaît, en souvenir de ce que tu as été, de ce que nous avons été, sauve Théa. La psycheur corrompue lévita jusqu'à eux, avançant comme un fantôme sans provoquer le moindre courant d'air. Au bout de ses pieds nus inclinés vers le bas, ses ongles commençaient à devenir des cerfs. Ses cheveux à l'aspect étrange flottaient avec la grâce d'algues fines bercées par les vagues. Avitus et Magnus se crispèrent sur leurs armes. Les gardes qui étaient restés quelques mètres en arrière firent de même. « Mon cher Akkad, » dit-elle doucement, en posant une main délicate sur la joue du jeune homme. « Même si c'était mon souhait, c'est impossible. Une fois l'entité matérialisée dans cet univers, elle n'en repartira pas. »« Mensonge, connasse !» beugla Banos en brandissant son fusil. « Libère ma sœur !» Hélas, il est venu le temps de la conclusion, répondit Gretchen comme si elle ne voyait pas le canon qui la menaçait. Pendant toutes les années qui ont passé depuis Victoria IV, la seule chose qui m'a soutenu, la seule chose qui me laissera des souvenirs agréables, c'est vous, mes amis. Je pleurerai votre refus de me rejoindre jusqu'à la fin des temps. À regret, elle retira sa main de la joue d'Akkad et balaya l'air d'un large geste du bras. La gravité disparut, et tout le monde se mit à flotter. Les gardes gesticulaient en essayant de pointer leurs armes sur Gretchen. Le moindre geste les faisait tournoyer, se cogner les uns contre les autres, et les premiers tirs se perdirent contre les murs qui absorbaient les balles comme l'aurait fait de l'eau. Des griffes d'acier surgirent des bottes de Magnus et le rivèrent au sol. Sa mécadendrite fouetta l'air et attrapa Akkad par la cheville. Le jeune homme, les yeux pleins de larmes, visa son ami et tira. Avitus leva son bolter vers le plafond et fit feu 2 fois. Le recul le ramena au sol, où, d'un coup puissant, il enfonça ses doigts dans la pierre. Stabilisé, il tira sur la psycheur. Banos tenait Théa dans ses bras. La jeune femme avait des convulsions et ne contrôlait plus ses mouvements. Ils flottaient tous les deux au hasard dans la pièce, sans plus se soucier du combat. Il posa son front sur celui de sa sœur. Dans sa main droite, il serrait un bout de tissu usé, sur lequel était cousu le symbole d'une unité de l'Astra Militarum. C'était l'insigne d'un sergent, et cet insigne ne le quittait jamais.
Il lui rappelait tous les jours du courage d'un soldat, un courage qu'il avait passé sa vie à essayer d'atteindre, le courage d'Octavius d'Uberstein. « J'ai promis aux parents de te protéger », lui murmura-t-il sans savoir s'il l'entendait encore. La première balle d'Akkad frappa Gretchen à l'épaule, creusant un petit trou rouge vif d'où s'écoula des gouttes de sang qui restèrent là, parfaitement sphériques, immobiles à côté du visage doux et triste de la jeune femme. La seconde balle arriva en même temps que les premiers bolts du Space Marine et du technoprêtre, mais la psycheur avait disparu et les projectiles ne frappèrent que le vide. Elle réapparut derrière les soldats et, à nouveau, fit un geste désinvolte de la main. La gravité revint, à certains endroits plus qu'à d'autres, ramenant Akkad violemment au sol, mais reposant Théa et Banos avec douceur. Les gardes subirent de plein fouet la vague d'ondes gravitationnelles. Certains retombèrent si violemment qu'on entendit leurs chevilles se briser. 3 autres, qui avaient réussi à se maintenir au sol, se retrouvèrent à genoux, hurlant sans réussir à lever les bras et suppliant qu'on leur enlève leur pactage. Les sangles des sacs à dos tiraient sur leurs épaules comme s'ils étaient lestés au-delà de toute mesure. Les os craquèrent, et dans un concert de hurlements d'agonie, les lanières se frayèrent un chemin au travers des chairs, découpant les bras et brisant les côtes, jusqu'à ce que la mort vienne enfin soulager les pauvres victimes. Akkad se tourna difficilement et leva le bras en grognant. Il visa avec soin avant de se rendre compte qu'il voyait plusieurs Gretchen. Il tira sur la première, sans aucun résultat. Avitus, à ses côtés, tirait comme si la gravité était normale, enchaînant les tirs parfaits sur les différentes versions de la psycheur jusqu'à avoir trouvé la bonne. C'est au 4e essai qu'un bolt perfora la poitrine de la jeune femme, propulsant sang et viscères aux 4 coins de la pièce. Gretchen éclata de rire et disparut à nouveau. Un soldat se tourna vers son voisin et lui tira une rafale à bout portant en plein visage, puis passa au suivant et recommença. Il eut le temps d'abattre 3 personnes avant que ses collègues, horrifiés, n'abrègent ses souffrances. Les autres levèrent leurs armes vers leurs collègues, leurs frères, la paranoïa engloutissant soudainement toutes leurs pensées. Des éclats de voix retentirent. « Baisse ton arme! Si je fais ça, tu vas me descendre en flure! Non, toi, tu jettes ton flingue !» Le premier coup de feu mit 4 secondes avant de retentir, et il fut le signal du massacre. Les dents serrées, le Space Marine cherchait l'origine de l'attaque psychique, mais Gretchen n'était plus visible nulle part. Il se releva et dégaina son épée. « Viens te battre, traître à l'humanité, hérétique, fais au moins montre d'un peu d'honneur !» Seul un rire dément qui semblait provenir des murs lui répondit. Banos tenait toujours sa sœur qui luttait de toutes ses dernières forces contre l'entité qui grandissait en elle. Ses jambes et ses bras convulsaient, elle bavait, se mordait la langue, et le jeune homme sut qu'il n'y avait rien à faire pour empêcher le démon d'accéder à l'espace matériel. Il était déjà là, et aucun esprit humain n'était assez fort pour lui résister. C'était déjà miraculeux que Théa ait tenu aussi longtemps. Akkad cria soudainement, et Magnus émit une trille en binaire. Le corps de l'un des gardes venait de les percuter de plein fouet, les projetant au sol où ils s'écrasèrent. Le dernier bras d'Akkad cassa net dans un bruit sec, et le technoprêtre perdit son pistolet bolter. « Lâche !» cracha Avitus avec mépris. « Efficace !» lui murmura Gretchen à l'oreille. « C'est différent. » La psycheur était là, à quelques centimètres de lui. Il se retourna brusquement, traçant un arc de cercle mortel avec son épée énergétique en direction du cou couvert de plumes. L'épée la frappa et s'enroula comme une douce écharpe de soie. Elle donna une pichenette sur le plastron du salamander en gloussant d'une voix cristalline. La startesse de plus de 200 kilos fut projetée contre le mur comme s'il ne pesait rien. Son armure craqua à l'impact et il grogna de douleur en tombant à son tour. « C'est moi qui fais les règles ici !» clama Gretchen. « Quel orgueil démesuré a pu vous faire croire que vous aviez une chance !» Elle s'approcha d'Akkad. « Je suis plus grand et plus fort !» murmurait Banos aux oreilles de sa sœur en serrant l'écusson d'Octave pour se donner du courage. Il la tenait toujours avec une profonde tendresse, son front contre le sien, les yeux fermés, et elle avait cessé de convulser. Le jeune homme avait une proposition, et l'entité l'écoutait. « Je ne résisterai pas. Je suis prêt. Il te suffit de venir, espèce de saloperie !»
Il se concentrait sur le lien qui l'unissait à sa sœur, ce lien au-delà de la compréhension, ce lien forgé par le sang autant que par les épreuves, ce lien tissé en grandissant l'un contre l'autre dans la même matrice. Il voyait en pensée ce fil doré et doux qui les reliait, au bout duquel une immonde tumeur palpitait. « Tu veux un corps ? En voilà un corps puissant, des mains déjà couvertes du sang de ses victimes, un esprit à serrer au combat. » La tumeur bougea, remonta le fil doré comme un rat tâtonne dans les ténèbres. « Non !» murmura faiblement Théa qui reprenait connaissance. « Non !» « Regarde dans mon esprit combien j'en ai tué. J'avais 10 ans quand les tyrannides ont envahi mon monde. Combien j'en ai massacré au lance-flammes, au fusil laser. Regarde. Puis j'ai été abandonné dans un orphelinat où je me suis battu pour rester en vie, pour que mes proches restent en vie. Combien d'autres enfants j'ai battus, mutilés, tués. Regarde. Alors je suis devenu garde et je me suis battu contre les miséreux, contre des fous et contre des salopards de la pire espèce. Combien sont tombés sous mes coups, sous mes balles? Regarde! Regarde, je te dis, espèce de saloperie! Regarde et bave de jalousie! Alors vous êtes arrivés et j'ai continué à tuer. La tumeur s'élança et Banos l'accueillit. Il lâcha sa sœur et se dressa sur ses pieds. Gretchen, qui s'apprêtait à achever Akkad et Magnus, se retourna, horrifiée. « Non! Théa! C'est Théa que je voulais sauver! C'est Théa qui méritait le salut! Théa qui... » D'un seul bond gigantesque, Banos fut sur elle et abattit un poing dur comme l'acier sur son visage. Le nez craqua, les os de la face cédèrent, et c'est une monstruosité sanguinolente et méconnaissable qui recula sous l'impact. « Comment oses-tu » hurla-t-elle. Banos frappa à nouveau de ses poings qui luisaient d'une aura maléfique. Chaque impact tonnait comme l'explosion d'un obus. « Je l'ai laissé entrer !» braillait le jeune homme d'une voix d'où suintait la folie. « Mais c'est encore moi qui commande !» Il frappa encore. La concentration nécessaire devenait intolérable. Il ne comprenait pas comment sa sœur avait pu tenir aussi longtemps. Mais contrairement à elle, il avait laissé l'entité grandir, l'envahir et lui céder sa puissance. Et seulement au dernier moment il avait résisté. Il avait gagné une poignée de secondes pendant laquelle il était encore lui, Banos, l'enfant courageux de Victoria IV qui avait tant plu à Octave, le frère protecteur et inquiet, l'ami. Il frappa et frappa encore. Il ne restait du corps de Gretchen qu'un amas de bouillie sanguinolente qui remuait à peine. Il frappa à nouveau, et sentit son esprit se dissoudre. Une dernière action consciente, un dernier mouvement qui lui appartenait. Il tendit la main sous sa veste, tira sur la petite poignée et arracha la goupille de la charge plasma scotchée à son torse. L'explosion les volatilisa tous les deux, et l'écusson, à moitié brûlé, roula dans la poussière. Sans eux, la planète tout entière serait tombée aux mains des forces de l'Immaterium, tonna la voix d'Avitus. Le gouverneur de la planète et toute la plus haute aristocratie étaient réunis sous une immense statue de l'empereur dans la plus grande ruche de Scylla. La richesse dégoulinait de partout. Certains vêtements coûtaient suffisamment d'argent pour nourrir une famille entière sur plusieurs générations. Les augmentations brillantes et les bijoux hors de prix décoraient les visages et les corps. Des centaines de regards méprisants et hautains étaient posés sur Akkad, Magnus et Théa. Ils ne payaient pas de mine au milieu des personnalités les plus importantes de la planète, et parfois même de plus que ça.
Un jeune homme blond, une cicatrice sur le visage et une prothèse mécanique sommaire à la place du bras gauche, un vieux technoprêtre que ses semblables auraient probablement déjà réduit en pièces détachées, et une jeune femme aux traits tirés, aux cernes épaisses et sombres, qui ne levait pas les yeux et serrait dans ses mains un vieil écusson de la garde impériale. « Eux ? Vous êtes certain, seigneur Avitus ?» commença le gouverneur. « Oui, je suis certain. » asséna le salamander sur un ton glacial, droit comme un i dans son armure imposante. « Sans eux, et sans Banos qui a sacrifié sa vie, la faille vers l'immatérium n'aurait pas été refermée, car ni votre armée, ni même moi n'étions assez puissants pour vaincre la psycheur à l'origine de l'hérésie. » Un murmure de surprise se propagea dans l'assemblée. « Je vais donc être très clair avec vous, gouverneur. Si mon autorité ici ne dépasse pas la vôtre, je peux vous assurer que Vulcan me demandera comment sont morts mes frères, et il entendra le récit de cette affaire, et il entendra le récit de sa conclusion. Et qu'en fonction de cette conclusion, le primarque des Salamanders fera ce qui est honorable. » Le gouverneur pâlit sous la menace à peine voilée. « Bien sûr, je comprends, » dit-il d'une voix qui se raffermit. « Eh bien, puisque nous devons la vie à ces 3 fidèles citoyens de l'Empire, je propose de leur demander directement ce qu'ils souhaitent. » Tout le monde se tourna vers les 3 derniers survivants de Victoria IV. Magnus ne réagit pas plus que Théa ne leva la tête, tout entière à son deuil. Akkad fit un pas en avant et d'une voix amère déclara : « Gouverneur, je vous rassure, nous voulons la même chose, vous et moi. Fournissez-nous un navire et un équipage, que nous puissions nous faire marchands, et nous partirons loin, très loin d'ici. »